Bonjour à tous, aujourd'hui dans ma vidéo je vais parler des troubles psychologiques, notamment des troubles neurologiques. Pourquoi dans notre société actuelle on considère que beaucoup de personnes ont des troubles neurologiques? Pourquoi des personnes qui considèrent qu'elles ou leur enfant a un trouble neurologique ce serait forcément génétique? Et tout ça est causé par une méconnaissance de la neurologie cérébrale. Et c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui dans ma vidéo. Je vais commencer par parler la neurologie. Donc, comment fonctionne la neurologie? Donc, c'est l'amygdale du cortex cérébral qui en est responsable. L'amygdale du cortex cérébral, c'est ce qui est responsable de bon fonctionnement de nos humeurs, nos émotions. Quand l'amygdale du cortex cérébral est déréglée par plusieurs facteurs, cela peut entraîner des troubles neurologiques. Alors, cette amygdale du cortex cérébral, elle est modifiée pour plusieurs raisons. On va commencer par parler, par exemple, de la chimie. Par exemple, ça peut être modifié par la pollution, l'air que l'on respire, chez certaines personnes plus sensibles que d'autres. Ça peut être modifié notamment par la malbouffe à forte dose, les bonbons, les sodas qui contiennent des colorants alimentaires E. Ça a été prouvé par les chercheurs que les colorants alimentaires E contenus dans les sodas peuvent modifier à forte dose la neurologie du cortex cérébral. Également la caféine aussi peut jouer sur l'hyperactivité chez les enfants à forte dose. Alors là je viens de parler de la chimie, mais j'ai aussi parlé des des facteurs psychologiques qui modifient cette amygdale du cortex cérébral et donc créent des troubles neurologiques. Il y a le traumatisme, syndrome de post-traumatisme. Il y a également le stress important, une personne exposée au stress trop souvent, un environnement stressant. Il y a également une émotion forte. Les émotions fortes ou une grande émotion forte d'un seul coup peut suffire à modifier cette neurologie. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs et bien d'autres dont je n'ai pas cité. Alors du coup, je vais notamment commencer par parler aussi, ah oui, j'avais oublié aussi, c'est principalement de 0 à 7 ans que la neurologie du cortex cérébral a le plus de chances de se modifier parce que entre 0 et 7 ans, le cerveau de l'enfant est en construction. Bien évidemment, une personne, même après, même adulte, en raison d'un gros traumatisme ou émotion forte, peut parfois avoir son amygdale qui se dérègle et donc cela peut lui entraîner également un trouble neurologique tardif. Mais il y a également, dans certains cas, le fœtus dans le ventre peut déjà ressentir les émotions de la mère. Elle peut déjà, si la mère ressent un gros stress important pendant sa grossesse, le cerveau de son fœtus à naître peut déjà se modifier au niveau de la neurologie. Le fœtus le ressent déjà. Mais également, le fœtus peut déjà absorber aussi ce que la mère mange et donc être sujette à plusieurs produits toxiques. Donc oui, il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui sont responsables de la modification de la neurologie, mais bien évidemment, ce n'est pas génétique. Et je vais commencer à vous faire une démonstration en vous parlant de la dépression. La dépression qui est également un trouble neurologique causé par le vécu de la personne. Et je vais vous commencer par vous expliquer en vous faisant un dessin. Donc la personne qui est en dépression, là, vous voyez, vous avez son cerveau, ici. Il marche pas bien le marqueur. Voilà. Et ici, vous avez l'amygdale du cortex cérébral. Un cerveau, en temps normal, il est censé libérer de la dopamine. La dopamine, c'est votre hormone du bonheur. Par exemple, vous recevez un texto d'un copain que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous êtes toute heureuse, vous êtes excitée. C'est le cerveau, l'amygdale du cerveau qui libère la dopamine. Une personne en dépression, la dopamine, il libère moins de dopamine. L'amygdale, elle libère moins de dopamine, ce qui fait que la personne en dépression, elle se sent fade, triste, elle a plus le goût de vivre. Pourtant, la dépression, vous êtes tous bien conscients qu'il s'agit bien du vécu de la personne qui a engendré la dépression chez la personne. Bon, après, avec les smartphones, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça accentue le facteur dépressif chez beaucoup de monde. Mais voilà, vous êtes conscient que là, il s'agit bien que la dépression n'est pas génétique. Alors, ce que vous savez, alors par contre, pour ce qui est du TDAH, TSA ou tout autre trouble neurologique, c'est aussi l'amygdale du cortex cérébral qui crée des dysfonctionnements, que ce soit au niveau de la dopamine, qu'elle libère trop de dopamine ou pas assez de dopamine, qu'elle libère trop, par exemple, d'oxytocine, pas assez, qu'elle libère trop d'hormones qui créent de l'agitation ou pas assez, qui créent de la lenteur. Enfin bref, je vais pas me lancer dans un cours de biologie aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais dans tous les cas, c'est au niveau de l'amygdale que tout se joue, au niveau de l'amygdale du cortex cérébral. C'est quand l'amygdale du cortex cérébral qui est dysfonctionnante à cause d'un choc, un traumatisme ou parfois même des produits chimiques, que cela engendre des troubles neurologiques. Par exemple, la dépression, c'est un trouble neurologique puisque c'est le cerveau de la personne qui est modifié puisqu'il ne libère plus assez de dopamine, voire plus du tout. Donc,
Pour ce qui est des autres troubles neurologiques, c'est la même chose. C'est aussi l'amygdale du cortex cérébral qui est chargée de maintenir nos humeurs, nos émotions, de s'adapter aux situations. C'est cette amygdale qui est dysfonctionnante et qui va jouer sur les troubles neurologiques. Et ensuite, par exemple, quand vous faites passer test électrode à un enfant ou IRM pour détecter les troubles neurologiques, c'est les mêmes tests. Enfin, par exemple, au l'IRM, on voit aussi la même chose. Par exemple, chez une personne qui a un syndrome post-traumatique, on teste aussi le niveau de l'amygdale du cortex cérébral. Et ensuite, c'est en fonction des symptômes qu'on va étiqueter votre enfant, s'il est TSA, TDAH, au niveau des symptômes qu'il a. Donc, ce sont des étiquettes qu'on a mis sur des troubles qui sont neurologiques, mais la neurologie, c'est dû à un facteur. Je vais prendre l'exemple. Une maman, qui prétendait que sa fille était TDAH sévère, grosse difficulté, pas de sommeil, dormit mal la nuit, insomnie, enfin bref, plein de facteurs. Et bon, prétendait qu'elle avait été diagnostiquée par son psychiatre TDAH. La maman donnait à sa fille du matin jusqu'au soir des sodas, du coca, des bonbons et j'en passe du matin jusqu'au soir, tous les jours. Donc après conseil à la maman d'arrêter totalement les sucreries et la malbouffe, petit à petit elle a repris une alimentation saine à sa fille et au bout de 3 mois seulement, sa fille a commencé à reprendre des habitudes d'une vie normale. Elle redormait beaucoup mieux, elle commençait à être concentrée à l'école. Donc oui, certaines fois, même si la neurologie du cortex cérébral a été modifiée par un facteur, tout comme la dépression, elle peut se remettre à refonctionner normalement. Donc un trouble neurologique n'est pas définitif. Vous voyez, le cas d'une autre personne, par exemple une maman, pareil, sa fille prétendait qu'elle était TDAH, sauf que c'était que depuis qu'elle était avec le nouveau copain, la maman. Et donc, quelques mois plus tard, la maman, elle a appris que le père de la petite, enfin le beau-père de la petite, le mec avec qui elle s'était mis, la mère, eh ben, il abusait de la petite. C'est le beau-père lui-même qui a avoué à la mère par culpabilité qu'il avait abusé de sa fille. Alors quand elle a appris ça, la mère évidemment, elle était dévastée, elle était sous le choc, mais elle a aussi compris que sa fille avait développé un trouble neurologique suite à ça, suite au traumatisme qu'elle a reçu. Alors que cela soit un trouble neurologique qu'elle ait développé ou que cela soit simplement des réactions qu'elle a eues à cause du traumatisme sans forcément développer trouble neurologique, dans les deux cas, ça revient au même que c'est dû au traumatisme subi. Donc oui, la neurologie cérébrale ne se modifie pas par hasard. Principalement, c'est entre 0 et 7 ans qu'elle se joue parce que c'est là que l'enfant, son cerveau se modifie le plus. Mais bien évidemment, même un adulte, dans certains cas, en cas de traumatisme, la neurologie du cortex cérébral peut se modifier. L'amygdale peut se retrouver dysfonctionnante à tout moment. Donc là, je parle dans les cas des troubles neurologiques qui sont déclarés neurologiques. Maintenant, je vais aussi parler de la deuxième partie de ma vidéo. Je vais vous parler des phénomènes du phénomène de mode où beaucoup de gens prétendent que leur enfant a un trouble sans forcément avoir passé des tests, alors que parfois l'enfant n'a aucun trouble neurologique, l'enfant est juste normal, mais juste qu'il a un rythme différent des autres. Voilà, on est tous différents. Alors, comme je disais tout à l'heure, une personne peut développer un trouble neurologique suite à un problème et une autre personne qui a vécu le même choc, le même traumatisme n'aura pas forcément un trouble neurologique. On a tous une sensibilité différente. De la même façon que si avec votre voisin vous mangez une raclette au fromage périmé, vous pouvez vous développer des effets secondaires, avoir des nausées le lendemain et votre voisin n'en aura pas. Voilà, c'est pas parce que vous en avez que votre voisin en aura. Donc c'est pas parce que dans une fratrie vous avez un enfant qui a un trouble que forcément les autres en auront. Mais quand même, dans la plupart des cas, on constate que quand une personne prétend que son enfant est TDAH et prétend que l'autre il est aussi TSA, puis un autre TDI, on voit que souvent dans certaines familles. Alors pour en revenir au phénomène de mode, il y a des parents qui ont des enfants tout à fait normaux, mais parce que sous prétexte que l'enfant qui arrive au CP ne sait pas tout de suite lire aussi bien que les autres enfants, qu'il a besoin un peu plus de temps que les autres, ou qu'il écrit pas très bien dès qu'il arrive au CP, là tout de suite elle classe une étiquette. Ah bah c'est sûr, il est TDAH, il faut que j'aille faire des tests. Donc ces personnes elles blindent parfois les orthophonistes, qui fait que les orthophonistes n'ont plus du coup de place rapide pour les personnes qui ont
vraiment besoin, du coup, pour les enfants qui ont vraiment besoin de passer des tests. Ça, c'est déjà un premier problème. Et en plus, c'est se dépêcher de mettre une étiquette. C'est inconsciemment, la personne, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de parents qui inconsciemment veulent se rassurer en mettant des étiquettes sur leur enfant sans que leur enfant ait forcément un trouble neurologique. Ah, on le voit beaucoup des personnes qui disent sur internet dans les commentaires, ah, moi mon enfant il a ça, ah ouais le mien il a ça, ah mais moi le mien il a TSA, le mien il a TDAH, c'est pas facile. Ah ouais, c'est un peu une sorte de se vanter, mais surtout de se rassurer, enfin pas, je dirais pas de se vanter, mais de se rassurer, de se dire, d'aller chercher. C'est un peu un phénomène de mode dans certains cas. Bon, je parle pour les personnes qui se vendent sur internet, qui en parlent beaucoup, qui font des tests à tous leurs enfants dès qu'ils sont petits, qui cherchent. Voilà, on voit vraiment qu'il y a des parents et on peut pas se mentir, hein, on va pas nier le contraire. Il y a vraiment des parents qui cherchent inconsciemment à étiqueter leur enfant dès leur plus jeune âge, qui ont besoin de se rassurer. Parce que le parent, il a besoin lui-même de se rassurer lui-même. C'est ça, des parents qui n'ont pas forcément confiance en eux-mêmes, qui n'ont pas confiance en leur faculté d'être parents. Ils ont peur parce que oui, quand on devient parent, parfois ça fait peur de devenir parent. C'est pas toujours comment s'y prendre avec des enfants. Et donc il y a certains parents qui ont beaucoup moins de confiance, qui vont avoir peur et qui vont chercher à se rassurer en mettant ces étiquettes parce que quelque part, ces étiquettes, c'est une manière de se déresponsabiliser de tout. On n'est plus responsable de rien avec une étiquette puisque c'est plus nous qui sommes responsables quand on met une étiquette et quand on refuse de voir le pourquoi là cette étiquette, comme beaucoup de parents font. C'est un peu une manière de ne plus être responsable de rien, c'est de se déresponsabiliser de tout, de plus rien voir. On voit parfois des parents quand ils s'entendent dire, par exemple, que par exemple leur divorce, les cris machin peuvent avoir eu un impact sur leur enfant, que leurs disputes peuvent avoir eu un impact. Ah non non non, mon enfant il est TDAH, c'est sûr, c'est neurologique, c'est pas ça, c'est pas comme si quelque part, ah non non, ils se mettent une barrière de protection pour ne pas voir, pour se déresponsabiliser. Et du coup, ils vont même plus chercher à faire des efforts, ces parents-là, et c'est bien dommage parce qu'ils vont pas aller à mettre trop facilement des étiquettes sans comprendre comment ça fonctionne, la neurologie, comment comprendre le pourquoi. Et ben, ça a créé parfois voilà, des personnes qui rejettent absolument toute responsabilité et que ça va c'est malheureux pour l'enfant, mais ça ne peut que empirer pour l'enfant. Et c'est triste, c'est un triste phénomène de mode où les étiquettes ont pris la place, où les gens ne recherchent plus le pourquoi, les gens ne comprennent pas comment fonctionne la neurologie. Donc les gens pensent que c'est génétique, que c'est comme ça, et se déresponsabilisent de tout. C'est pas vraiment qu'ils le pensent eux-mêmes, c'est que ça les rassure de penser ça. Et donc ils dirigent leurs pensées en fonction de ce qui leur rassure de façon inconsciente. Très vite, beaucoup de parents cherchent à diagnostiquer leur enfant dès qu'ils sont petits. On voit clairement que inconsciemment, ils ont envie de mettre une étiquette par peur d'avoir des responsabilités plus tard. Voilà, c'est un peu comme si l'étiquette, ça leur donnait un passe-droit de pouvoir autoriser leur enfant à être normaux sans l'être un peu. C'est un peu, voilà, c'est pas être dans la réelle tolérance en fait, c'est la fausse tolérance. La réelle tolérance, c'est tolérer que des enfants ils grandissent à leur rythme normal, à, voilà, que chacun a un rythme différent, que accepter la personne, mais mettre dans une étiquette, une case, un handicap et l'enfermer dans une bulle handicap, c'est mettre mon enfant, il est pas normal, c'est pas comme les autres, on le met dans une case. C'est pas la réelle tolérance, en réalité, c'est le contraire. Et l'autre danger à vouloir mettre un trouble neurologique à son enfant trop facilement, c'est déjà de l'enfermer, par exemple, dans une bulle d'handicap où l'enfant se dit, bah, j'ai un handicap, du coup, je vais plus faire d'efforts, ça sert à rien, papa, maman me l'ont dit. Le fait aussi que l'enfant se rejette des autres, ah, ben, je m'exclus des autres parce que j'ai un handicap, qui se sentent différents, qui se sentent moins bien que les autres, c'est aussi un danger et qui grandissent sans vouloir faire d'efforts. Le danger aussi que les parents du coup ne fassent plus l'effort d'éduquer leur enfant ou de s'adapter ou ne se remettent plus du tout en question parce qu'ils considèrent que comme leur enfant a un trouble, c'est pas la peine de faire des efforts et du coup ne feront qu'empirer les troubles
au lieu de comprendre le pourquoi, alors que pourtant une personne qui comprend l'origine du trouble, pourquoi l'enfant a eu un trouble neurologique, pourquoi la neurologie du cortex cérébral de son cerveau s'est modifiée, en comprenant l'origine, parfois il peut y avoir une marche arrière de la même manière que la personne dépressive peut sortir de dépression. Voilà. Et donc, c'est aussi ça le danger. Le danger, c'est de vouloir se déresponsabiliser de tout par peur de culpabiliser, parce qu'on le voit beaucoup, hein, beaucoup de gens disent ah mais oui mais nous on tente de nous faire culpabiliser, c'est pas bien. Bah du coup si vous avez peur de culpabiliser, c'est que vous préférez rester dans le déni par peur de culpabiliser. Si vous avez peur de culpabiliser, c'est que vous avez un problème avec vous-même, c'est pas les autres qui vont créer un problème. Je veux dire, c'est un peu comme si demain vous tombez d'une falaise, vous vous cassez une jambe et que vous dites au médecin non, moi ma jambe elle était déjà cassée avant de tomber de la falaise, c'est pas vrai, je suis pas tombée de la falaise, je savais faire attention et que par peur de culpabiliser, du coup vous dites ah mais vous allez me faire culpabiliser, c'est pas bien de dire ça, mais non mais à un moment donné le médecin il va être réaliste, il va pas dire ce que vous avez envie d'entendre parce que vous avez peur de culpabiliser. Donc là, de la même manière, si votre enfant il a un trouble neurologique, sa neurologie ne s'est pas modifiée tout seul, vous n'étiez pas conscient du pourquoi, des raisons de comment fonctionne la neurologie, c'est pas grave. Vous n'êtes pas conscient que peut-être dans votre vie, vous n'avez pas toujours été parfait, mais personne ne l'est, c'est pas grave. On n'est pas avec une notice en main quand on est, enfin, quand on vient au monde avec comment on doit vivre parfaitement. Donc ce n'est pas grave. Donc voilà, et là je parlais bon surtout des parents qui mettaient trop facilement des étiquettes à leur enfant. Je parlais pas, bien sûr, par exemple, d'un enfant qui a vraiment besoin d'une aide, notamment d'un enfant qui a, par exemple, des troubles dyslexiques, où là, bon, évidemment, d'accord, il est normal de faire les tests pour que son enfant ait une adaptation à l'école, ok. Mais bon, quand le parent, dans le cas des parents qui mettent trop souvent des étiquettes à leur enfant sans même faire des tests, voilà, il y a un danger là-dessus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et bonne soirée.